Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de ce troisième numéro du grand déballage. Deux autres sujets retiennent notre attention ce soir. En premier, il s'agit de l'appel au secours donc, de Charles Vidin-Wede, victime de tir de la police. Il doit donc... victime de tir de la police. Qui doit réparer? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. La réponse dans quelques instants avec nos invités. Et puis, on parlera également de la pédocriminalité. Est-ce que les langues se délient enfin? Nous en parlerons également sur ce plateau. Et déjà, je vous invite à reconnaître sur ce plateau le juriste Julien Tometti. Bonsoir. Bonsoir, Madame Adéossi, et bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent. Comment vous allez ce soir plutôt? Super bien, une soirée qui garantit une nuit de fraîcheur à Absolument. cause de la pluie. Vous l'avez bravé la pluie pour être avec nous ce soir. Maro Fabiola Oussari, bonsoir. Bonsoir à vous, Brunel Mérinade aussi. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous allez bien, j'espère. Je me réjouis d'être en forme durant, grâce à Dieu. Très bien. Alors, premier sujet, notez que le 27 mars 2018, M. Charles Vidin-Wede, béninois de nationalité, a formé un recours en violation de la Constitution contre les commissaires d'arrondissement de Soujatime et de Segbeya d'alors. Charles Vidin-Wede a été blessé par balle lors d'une intervention de la police. Et depuis donc le 29 septembre 2017, l'affaire dure depuis des années donc et le plaignant ne sait à quel sein se vouer. Une équipe de notre rédaction est allée à sa rencontre pour en savoir davantage sur l'affaire. Mauro Fabio Laboussari. Oui, c'est exactement ça. Et pour pouvoir présenter l'affaire à nos téléspectateurs, nous sommes partis rencontrer Charles Vidin-Wede qui nous a expliqué comment cela s'est produit, quelles sont les circonstances qui ont occasionné ces coups-là. Et nous avons pu, de ces interventions, surtout ces interventions, mais également les interventions des parents et également les interventions des témoins, nous avons pu faire un élément pour présenter à nos téléspectateurs ce qui s'est réellement passé. En trois séquences, d'abord les faits, mais il faut ajouter que les faits selon la famille Vidin-Wede. Absolument, parce que nous n'avons pas pu encore avoir du côté de la police républicaine. Mais la décision également de la Cour constitutionnelle et enfin les appels au secours des parents de la victime et qui ne souhaitent que réparation à l'évacuation sanitaire, mais aussi réparer les diverses dépenses. Ce qu'il faut noter, c'est 3 coups de feu. Ce qu'il faut noter, c'est la décision de la Cour constitutionnelle qui demande réparation après, bien évidemment, les coups de feu. Et l'autre chose, c'est les appels au secours, si vous me permettez. Bien entendu, on va sur l'élément et puis on revient pour en parler. C'est bien ça. Charles Vidin-Wede arrive à peine à se tenir debout. Son état de douleur physique et morale date de 2017, conséquence d'une bavure policière. Il m'a tiré une balle, une deuxième balle. L'un des policiers a dit achève-le. Et j'ai eu la troisième balle. Ils m'ont laissé dans un bain de sang. Ils sont partis, ils n'ont rien dit. Et ils sont partis. J'ai vu le policier qui a sorti son âme à bout portant comme ça. 3 tirs à bout portant comme ça sur mon frère. Que s'est-il réellement passé? Le 29 septembre 2017, un jeune homme que les parents de Charles considèrent comme étant de l'ethnie Ibo a effectué une transaction financière au niveau de leur guichet Mobile Money. Le Nigérian retire 150 000 francs CFA aux environs de 14 heures et revient vers 17 heures notifier à la gérante de la cabine que dans le montant retiré figure de faux billets. Il demande à les changer. Et la gérante a dit avant qu'il ne parte, il a bien vérifié les billets avant qu'il ne parte. Donc qu'elle ne peut pas changer les billets. De discussion en discussion, le jeune homme s'est retiré et est revenu bien plus tard avec des policiers. Ils étaient 6 au total. 1 au volant, 2 devant la cabine et 3 à l'intérieur de la maison. On demandait aux policiers qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils nous ont dit qu'est-ce que c'est une intervention policière. Ils sont venus pour embarquer la gérante. On a dit non, nous sommes dans un pays de droit. On doit savoir la raison pour laquelle ils veulent embarquer la gérante. Ils ont dit que c'est une intervention policière qu'on n'a rien à dire. Qu'on doit embarquer la gérante. On a dit non. C'est de là que mon frère est sorti de la cabine en voulant aller appeler ma maman.
à la maison. Et moi, je suis dedans avec la gérante. Et il me disait de le laisser embarquer la gérante. Elle dit, c'est une intervention policière, mais on a besoin d'un mandat. Ce qu'elle a fait, pour qu'on l'embarque. On a dit non. Et moi, je voulais sortir et rejoindre mon frère dehors. Et c'est de là que les 3 policiers qui étaient à l'intérieur, ils m'ont embarqué. L'un parmi eux a pris le derrière du pistolet, bon, la crosse, m'a donné ça sur la tête, me prend par le cou. Bon, il y avait du sang partout. Et ils m'ont menotté. Et je suis sorti. Mon papa était devant la cabine, à la devanture de la cabine. Il était là avec son ami. Donc mon papa demandait qu'est-ce qui ne va pas. Et quel est le problème qu'on ne peut pas résoudre entre nous. Ils ont dit que c'est une intervention policière. Ils m'ont poussé sur mon papa et je suis tombé. J'étais menotté derrière. Ils m'ont poussé, je suis tombé sur mon papa. C'est en voulant me relever que ma tête a cogné la tête de l'un des policiers. Et il m'a dit, j'ai même osé lui donner un coup de tête. Et c'est là qu'il a fait sortir son pistolet. La suite, c'est 3 coups de feu. Avec comme mot d'ordre, achève-le. Achève-le. Je me suis posé la question. Achever quelqu'un, c'est un brigand. C'est-à-dire, genre, est-ce que la personne que vous demandez d'achever, il a déjà eu des antécédents avec la police? Est-ce qu'il y a des antécédents? Est-ce que c'est un brigand? Est-ce que vous avez fouillé? Bon, en fait, pourquoi qu'est-ce qui lui est passé dans la tête pour qu'on demande d'achever la personne? C'est pour qu'il n'y ait pas de témoin ou bien, je ne comprends pas. Moi, en toi, la scène, moi, je n'ai pas compris. J'avais pas d'arme, j'avais pas de couteau sur moi, j'avais rien fait. Un petit sur moi. Mais notez, le sang giclait des blessures. Les policiers sont repartis au poste et les parents ont dû amener Charles à l'hôpital. Bon, dépense de Joachim Vidin-Rodé, père de Charles, dit avoir supporté seul les dépenses. Il ajoute que personne en dehors de la famille n'est venu en aide formellement, ni policier, ni autorité. Déboussolés mais surtout convaincus de ce qu'il s'agit d'une bavure policière, les parents de la victime ont saisi la Cour constitutionnelle pour réparation des préjudices subis. La haute juridiction a fait savoir dans sa décision qu'il n'y a pas de traitement cruel, inhumain ou dégradant, qu'il y a atteinte à l'intégrité physique de Charles Vidin-Rodé. Et pour ce faire, il doit avoir réparation. Après la délibération de la Cour constitutionnelle, nous sommes partis encore au tribunal voir le procureur. Il m'a dit que le dossier est en cours, c'est en cours qu'on va nous appeler, mais jusqu'à présent, rien. Depuis plus de 4 ans, rien n'a été fait. Et la décision a été prise en 2018. Mais bien après ça, rien jusqu'à présent. Aucun dédommagement, aucun policier, aucune autorité du gouvernement, personne n'a rien dit jusqu'à présent. Je suis un étudiant, je suis un jeune. Je suis sur place, incapacité totale, je ne peux rien faire. Je vais nulle part. Depuis plus de 4 ans. J'ai une famille à nourrir. Ma maman est là, mon papa est là. C'est eux qui prennent charge de moi. La douleur est vive. Il voit son avenir hypothéqué si rien n'est fait. Il veut réparation, mais surtout une évacuation sanitaire pour continuer les soins et retrouver sa forme. 4 ans que ça dure. Il attendra encore combien d'années? La question engendre une autre. Est-ce que vraiment l'État est au courant? Moi, je veux retrouver ma santé, reprendre mes études. Ça reste encore des travaux à faire sur lui. Il n'était pas comme ça. Il marchait, c'était un étudiant, non, qui passait en 2e année en Esmeralda. Il marchait, il allait à Calavi, non, sur ses propres pieds. Même maintenant, impossible. Nous qui sommes ses parents, sans vous blâmer, on sait ce qu'on a vécu. Hein. Sérieux, c'était pas la joie. Il y avait des amis à côté, c'était pas la joie. On le portait, on le ramassait comme ça. J'avais un spécialiste, un docteur qui me suivait. Mais c'est grâce à lui que je suis en train de parler maintenant. Parce que je ne pouvais pas parler à peine ces 2 minutes. Parce que j'avais un problème. Le problème se situe au niveau de la mollette épinière. Donc le docteur qui me suivait, il a fini son travail. Il a dit que le problème qui restait, l'évacuation. Parce qu'il n'y a pas ce chirurgien au pays qui peut le faire.
c'est l'évacuation qu'il me faut. C'est l'évacuation qu'il me faut pour que je me rétablisse totalement. Rien n'est fait jusqu'à présent. Les parents sollicitent le regard bienveillant du chef de l'État afin que réparation soit faite. Parti talon. Beaucoup alors demain. Bon, Nous supplions le chef de l'État de nous venir en aide pour que Charles retrouve la pleine forme, qu'il ait une activité afin d'être autonome. Nous demandons pardon à l'État. Nous voulons que les autorités agissent pour que nous ayons une issue favorable. Que le chef de l'État aide notre frère à s'en sortir. Nous avons confiance au président. Moi, j'ai déjà vu faire des présidents au Bénin, mais Patrice Talon est différent. S'il entend, il va agir. Voilà, c'était donc l'élément réalisé par Maro Fabiola Boussari et Prudence Koussouron. Julien Tametier, vous avez suivi l'histoire de Charles Vidin-Rouedé, une histoire assez touchante. C'est vrai, nous n'avons qu'une seule version de ce jeune-là. Donc, qu'est-ce que vous pensez de son histoire? Quelle est votre réaction déjà après avoir entendu tout cela? Il faut dire que j'ai une vive émotion. Surtout ce jeune qui voit son avenir hypothéqué si rien n'est fait à son égard. Ce qui a lieu de remarquer, c'est quoi? Il est quand même déplorable que si les faits sont avérés, mais je pense que les faits sont avérés parce qu'il y a une décision de la Cour constitutionnelle, de l'institution constitutionnelle. Oui. Et donc les faits sont avérés. Et par rapport à ça, ce qui a lieu de déplorer, c'est que ceux qui sont chargés de notre sécurité, s'ils en arrivent à ces extrêmes, s'ils deviennent un danger pour nous, ça craint quelque peu. Vous voyez un peu, ça c'est peut-être une mesure un peu peut-être trop partie, parce que nous avons eu des exemples par le passé. Bon, je dirais pas le passé, par rapport à ces faits, ces exemples sont encore bien récents. La dernière, quand bien même ne connaissent pas toutes les circonstances, la dernière bavure policière à Waké, dans la commune de Waké, plus précisément à Sémère, qui a fait 2 morts. On a encore en mémoire cet événement de août 2020, au temps fort du coronavirus, où dans une vidéo, on voyait des policiers, donner des coups de cas palmatoires, d'accord, à un Zémignan et son conducteur, parce que ces derniers n'auraient pas porté la bavette et tout ça. C'est vrai, il y a l'État est seul à lutter, ce qu'on appelle la violence légitime. L'État seul a ce qu'on appelle la violence légitime, et ils sont les représentants en fait de l'ordre. Et donc les violences, les brutalités ne peuvent intervenir parce qu'il faut le reconnaître. Il y a des fois où les policiers sont confrontés à un certain nombre de en fait, à ce que présente l'usager ou l'individu qui est peut-être soupçonné de quoi et de quoi. Et donc, il y a lieu vraiment c'est pas si entre-temps, les requérants doivent avoir manqué quelque peu peut-être de démarches, sinon les autorités administratives auraient été saisies. Nous ne savons pas si, du point de vue administratif, quelque chose a été fait, mais du point de vue juridictionnel, tout est encore ouvert. Ils ont quand même encore des possibilités. Nous allons certainement revenir de se faire justice, quand bien même la Cour constitutionnelle a déjà fait le grand pas. Oui. Alors, Maro Fabiola Boussari, de cette histoire. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que nos policiers doivent encore faire preuve de sang-froid, beaucoup plus de sang-froid, parce que c'est vrai que lorsque les policiers doivent exercer et doivent leur fonction, veiller à la sécurité des personnes et des biens, et c'est vrai qu'il y a parfois obstruction. Mais malgré qu'il y a obstruction, il y a des méthodes, il y a la manière pour pouvoir régler à telle enseigne que le policier puisse prendre le dessus, quoi qu'en soit ce qui se passe. Parce que là, il est vêtu c'est comme une autorité publique qui se déplace. Donc, il doit pouvoir faire preuve de sang-froid. Il faut noter également que dans la décision de la Cour constitutionnelle, on note que les policiers ont fait savoir qu'il y a eu obstruction. Il y aurait eu obstruction. Oui, c'est ce qui vient. Il y aurait eu obstruction. Et c'est dans la bousculade
que les feux sont partis. Mais on arrive à se poser une question. Si déjà il y a achève-le, c'est comme un commandement. Bon, encore que c'est lui qui dit qu'il y a achève-le. C'est lui qui dit qu'il y a achève-le. C'est le plaignant. Oui, c'est vrai. C'est le plaignant qui dit qu'il y a achève-le. Et s'il s'avérait qu'il y avait achève-le, ça veut dire qu'au moins il y a un coup qui n'est pas parti involontairement. De deux, ce que je veux notifier, c'est dire que lorsqu'il est menotté, parce que les preuves sont là, que M. Charles Vidin-Wende était menotté. Lorsqu'il est menotté, qu'est-ce qu'il peut faire? Je me pose la question. Et là où, ça veut dire qu'il ne voit pas, le policier ne voit pas devant lui, en face de lui, un danger. Puisqu'il a dit à menotté. Pourquoi il a menotté? C'est pour éviter tout danger. Si on se réfère aux explications quand même de Charles Vidin-Wende, c'est que malgré qu'il soit menotté, il lui aurait donné un coup de tête, même si lui ne l'avait pas forcément fait de manière volontaire. Oui, le coup de tête peut ne pas être volontaire. Et les coups de feu également peuvent ne pas être volontaires. S'il y a bousculade. Mais s'il y a achève-le, c'est qu'il y a un commandement, c'est qu'il y a une action qui pousse à une réaction. Et de deux, c'est sur ça que je vais aborder. Et en plus, même si le coup de feu du policier n'est pas volontaire, du moment où il est menotté, il y a plusieurs moyens. On l'a vu même dans les photos. Mieux encore, lorsque le Charles Vidin-Wende, la victime, a été conduite à l'hôpital, les policiers sont venus là-bas. Selon ce que nous avons recueilli sur le terrain, souffrez que je puisse parler de ce que j'ai pu recueillir sur le terrain et également ce que j'ai pu lire de la décision de la Cour constitutionnelle. Donc, quand ils étaient à l'hôpital, un policier serait venu là pour dire « nous voulons enlever les menottes ». Mais quelle a été la réaction du père de Charles Vidin-Wende? C'est « non, il faut faire une photo qui prouvera ». Et vous avez vu, si vous avez suivi attentivement la vidéo, qui prouve que le monsieur était véritablement menotté avant que les coups ne partent. Très bien. Alors, ce sont des situations déplorables, c'est vrai. En attendant, avant de poursuivre, je voudrais demander aux amis téléspectateurs qui peuvent participer à ces échanges à travers le 98 80 93 111, 98 80 93 111 ou le 68 51 44 23 pour les appels. Pour les appels, donc, et si vous voulez nous envoyer un message, vous pouvez nous l'envoyer par WhatsApp au 54 10 18 20, 54 10 18 20. Alors, Julio Tometti, la Cour constitutionnelle, donc, après avoir entendu les deux parties, dit qu'il n'y a pas eu de traitement cruel, mais qu'il y a eu atteinte à l'intégrité. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce thème, atteinte à l'intégrité? Je voudrais d'abord commencer par, comment dire, c'est vrai, il a vécu, peut-être en différé. Oui, surtout parce qu'il était en contact avec... Il est sur le coup. Oui. Je ne pense pas qu'il soit aisé de décrire ou bien de juger de ce qui s'est passé véritablement. Ce n'est pas de notre rôle, puisque là, c'est peut-être devant une autorité juridictionnelle, on peut aller d'élément en élément pour prouver la responsabilité de chacun. Ce qui a retenu, comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a eu une instance devant la Cour constitutionnelle qui a estimé qu'il n'y a pas eu traitement cruel et dégradant. Oui. En fait, traitement cruel et dégradant, c'est ce traitement-là que, vous avez, c'est généralement continuel dans le temps, d'accord? Vous avez une domestique que vous maltraitez régulièrement, il y a ce qu'on appelle la violence verbale à qui vous proférez des injures, des menaces, vous ne lui donnez pas à manger, ou bien vous le faites dormir dans des endroits insalubres. Donc, il y a plein de qualificatifs. Mais ici, ce que le juge constitutionnel doit remarquer, c'est l'état physique, en fait, de l'individu. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut retenir dans ce cas-là, quel que soit le débat qu'on fera autour, c'est que il y a la Cour constitutionnelle qui a constaté, d'accord, qu'il y a violation. L'individu est là, la responsabilité des agents des forces de l'ordre sont engagés. Et par rapport à ça, il n'y a plus de débat de ce point de vue. Ce qu'il y a l'autre chose à remarquer, c'est au regard de, les conséquences de la décision de la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas ce que les requérants font depuis là,
de cette décision de la Cour constitutionnelle. Parce que vous savez, la Cour constitutionnelle a fondamentalement 2 rôles. C'est, comment dire, il est l'arbitre ou le juge de l'organisation ou bien du fonctionnement des institutions. Il est le régulateur du fonctionnement des institutions et il est en même temps le garant des droits et libertés fondamentales. Vous voyez, notre constitution, en termes de droits fondamentaux, droits humains, notre constitution y a consacré carrément un titre et a fait de cette question une question primordiale. Parce que nous sommes venus de loin, c'est-à-dire notre constitution, sur la base de ce que nous avons vécu par le passé, les questions de brimade de tous ordres, a tenu compte de ça pour instituer la Cour constitutionnelle en lui donnant ses pouvoirs. Seulement, la Cour constitutionnelle, c'est vrai que cette décision s'impose à toutes les autorités juridictionnelles et judiciaires, mais cette décision manque quelque peu d'effet. Parce que la Cour constitutionnelle se contente de déclarer la contrariété d'accord, d'un acte ou d'un fait relativement à la Constitution. Et je pense depuis 2002, à travers une de ces décisions DCC numéro 0252, la Cour constitutionnelle a institué le principe de réparation des violences subies par les victimes. Maintenant, lorsque c'est comme ça, mais la Cour a manqué de préciser, en fait, dans chaque décision, quel est le quantum, c'est-à-dire quel est le quantum en termes de réparation financière. Oui. Qui va réparer? Non, pas qui va réparer. Qui va réparer, on le sait. Si nous sommes... je vais revenir à ça. Exactement. Donc la Cour constitutionnelle, sur la base de cette décision, parce que cette décision s'impose à toutes les autorités juridictionnelles, le requérant peut se pouvoir devant les instances judiciaires. Si il a affaire à quelqu'un comme vous et moi devant le juge civil pour obtenir une réparation, donc une poursuite contre l'auteur de ces violences, mais ici il s'agit d'un policier, donc ici c'est le juge administratif qui est compétent pour évaluer ici les dommages et intérêts en termes pécuniaires. Donc il y a au-delà de la décision de la Cour constitutionnelle constitue une base, d'accord, pour le requérant, pour saisir maintenant, pour poursuivre maintenant l'intéressé ou l'institution qui est responsable du dommage qu'il aurait subi. D'accord. Donc, c'est au requérant maintenant de faire le reste du processus. Voilà, c'est pourquoi je demandais s'ils ont fait véritablement tout ce qu'il y avait lieu de faire en cette matière. Parce que lorsque vous avez une décision de la Cour constitutionnelle et vous ne faites rien, même au niveau civil, lorsqu'on voit une décision, l'exécution, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, si vous gardez votre décision chez vous, ou bien si vous vous contentez seulement de signifier et attendre qu'il y ait exécution, je pense que dans notre environnement ici, vous allez encore attendre beaucoup. Donc, pour vous, ce sont les policiers qui étaient sur le terrain qui doivent réparer, c'est ça? Ça, c'est les policiers, j'ai dit de saisir le juge administratif, donc pour ne pas indexer les policiers, mais pour indexer l'administration publique. D'accord, c'est à lui de décider ce qu'il en sera. Non, pas l'administration publique de décider. C'est le juge administratif, d'accord, qui va décider, d'accord, sur la base, au thème d'une instance, qui va décider de la nature des dommages et intérêts dont il est question pour pouvoir, désintéresser le requérant. Oui, Marouf. Mais je ne crois pas qu'il y ait une violence à une telle gravité et les requérants vont se taire. En tout cas, pour ce que je sais, en tant que journaliste, pour avoir discuté avec ceux-là, la victime, je pense qu'il y a eu la suite. Après la décision de la Cour constitutionnelle et même dans l'élément... Ils sont allés devant les juridictions, mais est-ce qu'ils sont allés devant la bonne juridiction? Est-ce qu'ils ont porté plainte là où il faut? S'ils ne sont pas allés devant la bonne juridiction, la juridiction indexée doit pouvoir les orienter vers la bonne juridiction. Non, et je pense pas les orienter, la juridiction déclare son incompétence. Voilà. Et vous invite à mieux vous pouvoir. Oui, c'est déjà une orientation déjà. Et c'est déjà une orientation, même si la juridiction déclare son incompétence, l'incompétence de la juridiction est déjà une orientation. À eux maintenant de chercher la bonne juridiction. Et je pense qu'il n'y a pas eu incompétence de la juridiction là. Il y a eu que ils ont reçu le dossier. Et la première remarque qu'ils ont eu à faire à la victime, c'est qu'il manque une pièce. Quelle est la pièce là? Certificat médical. Mais par la suite, la victime a déposé au dossier, a joint au dossier ce certificat médical. Mais ce qui chagrine la victime et les parents de la victime, c'est la lenteur que prend. Pendant qu'il y a lenteur et qu'il y a un citoyen béninois qui souffre dans sa chair,
que faut-il considérer? Il faut aller vite pour pouvoir le réparer. Oui. Parce que c'est un jeune qui a une famille, un jeune qui a des parents, un jeune sur qui des parents comptent, qui est en train de souffrir dans sa chair. Et malgré ça, il y a quand même une décision de la Cour constitutionnelle. Tout ce qu'eux, ils veulent, en tant que victime, en tant que parent de la victime, c'est qu'il y ait réparation. Comme la Cour constitutionnelle a dit. Mais pourquoi ça traîne? C'est ça le problème. Et c'est pour ça, depuis 2018 déjà, la décision de la Cour constitutionnelle. 11 octobre 2018. Oui, merci Marouf. Alors Julio Tometi, qu'est-ce qui peut expliquer? Parce que c'est vrai que dans l'élément, la victime disait que plusieurs fois, ils sont allés donc devant la Cour, on leur a dit que le dossier était en cours, le dossier est en cours. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette plutôt lenteur ou bien de ce dossier, d'un dossier du genre, je vais dire? Je voudrais d'abord demander des précisions pour demander devant quelle juridiction. C'est important de savoir. Ils sont partis. Et au-delà de tout, c'est le juge qui a l'office de l'instance qui apprécie les éléments en face. Et selon son agenda et la masse de travail, organise ces audiences pour parvenir à une décision. Autrement, nous observerons, nous assisterons à des décisions expéditives. Et même c'est très bien, je ne connais pas le fond du dossier, mais c'est déjà un élément important. On ne peut pas faire un élément pareil, parce que le juge envoyant l'individu ne peut pas apprécier, d'accord, la gravité des éléments ou bien ce de quoi il souffre véritablement. Bien Donc, sûr. Un certificat médical est le mieux, d'accord, en pareille circonstance pour, pour évaluer les dégâts encore que là, il faut écouter les parties. C'est pourquoi, lors de ces instances-là, pour des questions aussi, des questions pécuniaires aussi précieuses, je pense qu'il aurait fallu pour les requérants de s'offrir les services d'un avocat. C'est extrêmement important en ces matières-là. Surtout, je ne sais pas, je le dis, sous réserve de savoir devant quelle juridiction c'est, surtout quand c'est le juge administratif qui est saisi, ça devient presque des fois une exigence, parce que vous avez affaire donc à l'État avec toutes les ressources dont il dispose. Et requérir à un avocat en de pareilles circonstances, il y a des avocats spécialistes de défense des droits humains et qui seront prêts, d'accord, à les accompagner, vous voyez, tel que Marouf est ému, à les accompagner sans un copec, quitte à se faire désintéresser d'une autre manière si l'affaire prospérait. Donc, il y a lieu, 3 ans, pour ce que nous connaissons de nos instances judiciaires, du fonctionnement de nos tribunaux. Pour ma part, ayant été habitué, pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant. Donc, c'est assez normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais c'est ce à quoi nous expose, en fait, la réalité. D'accord. Donc, vous leur conseillez aujourd'hui de faire appel à un avocat et de... Et ils comprendront eux-mêmes davantage, d'accord, pourquoi le dossier n'évolue pas comme il aurait souhaité. Oui. Marouf, très rapidement, avant de clôturer ce sujet. Je pense que le plus important, c'est qu'il y ait réparation. Et si nous en parlons, c'est pour que les autorités puissent entendre qu'il y a ce cas-là. C'est pour que ceux qui sont en charge du dossier puissent comprendre que le dossier n'est pas encore allé jusqu'à sa fin et que le jeune, la victime, souffre dans sa chair. 3 balles, c'est pas petit. S'il est encore en vie, il doit pouvoir rendre grâce à Dieu. Et s'il est en vie, c'est qu'il y a un avenir qui l'attend. Et il doit pouvoir réaliser cet avenir-là. Et réaliser cet avenir-là, c'est qu'il doit être bien portant. Et pour être bien portant, il a dit dans l'élément que son médecin a déjà fait le nécessaire. Les parents ont dit qu'ils ont envoyé, qu'ils ont dépensé sur leur enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que les autorités puissent réagir. Ce qui est encore bien, c'est que pour la décision de la Cour constitutionnelle, il y a eu des représentants quand même de l'État. Il y a eu certains des représentants quand même. Donc, ça veut dire... Il doit avoir la hiérarchie policière. Merci, la hiérarchie policière. Tout le monde a été entendu. Ça veut dire que tout le monde... En tout cas, les représentants savent de quoi il est question. Maintenant, nous faisons le devoir, en tant que journalistes quand même, et lorsque nous voyons ça d'un citoyen... Nous faisons le devoir de relayer afin que les autorités puissent comprendre le mal que vivent cette... Malheureusement, les autorités ne peuvent rien faire sans il y a une matière, sans avoir une matière sur la base de laquelle ils peuvent se fonder. Aujourd'hui,
comment peut-on évaluer le montant de ces dommages-intérêts, des questions de oui, c'est vrai. Non, même au niveau. Et je pense pour cette affaire, les autorités administratives, mais la hiérarchie policière doit avoir fait son travail en ce qui la concerne, notamment par rapport, en se fondant sur la déontologie des agents de force de l'ordre, ce qu'il y a en termes de sanctions en matière administrative. Je pense qu'ils auraient déjà passé cette phase-là. Donc, peut-être comme les requérants, comme les victimes, l'autorité administrative aujourd'hui attend, d'accord, peut-être une décision de juge judiciaire pour pouvoir, du juge administratif pour pouvoir peut-être réparer les dommages qui causaient de... Nous voulons juste que ça aille vite, pour qu'il y ait... Je voulais ajouter un élément pour finir. Quand nous parlons de réparation, nous pas parler du haut civil et du point de vue administratif. Il y a récemment, je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs, votre attention sur ça. Il y a des matières aujourd'hui où, nous n'allons pas commenter, d'accord, où lorsque vous avez affaire, d'accord, à des agents de l'administration, et ça se passe de telle façon, il a une disposition aujourd'hui. Oui, allô, madame. Bonjour, comment vous allez? Oui, très bien. Très bien. Votre nom, s'il vous plaît? Noël-Marie. Jean-Marie? Noël-Marie. Ah, ok, Noël-Marie. Merci donc de nous appeler. Alors, votre préoccupation? Bon, c'est par rapport au déballage qui est en cours, le débat, quoi. Oui. Je voulais... Je prends en compte tout ce que vous avez dit, ce que monsieur... Oui, nous vous écoutons. Donc, je vous salue sur le plateau. Je voudrais dire que tout ce qui a été dit sur le plateau, c'est bien. Mais je voudrais parler à titre préventif, quoi. À titre préventif. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est à titre préventif parce que nous sommes en train de pleurer à suite des pots cassés. C'est à justice, c'est légal, c'est légitime. Mais il faudrait dire à nos citoyens, pour qu'on n'ait plus de cas comme ça, que si la police intervenait et en opération quelque part, aucun citoyen n'a les moyens ni l'habilitation de s'interposer. Il faut éviter ça. Maintenant, si l'intervention porte sur soi-même, c'est-à-dire si moi-même en tant que personne, si on intervient, je n'ai ni le droit de résister, ni même le droit de prendre quelque chose dans ma poche. C'est très dangereux. J'ai suivi un tel débat sur d'autres plateaux de télévision à l'extérieur. Ces conseils-là sont donnés et je propose que vous élargissiez ces conseils-là pour que les gens prennent ça en compte afin que nous n'assistions plus à des cas similaires. Merci. Très bien. Merci beaucoup, M. Noël-Marie. C'est un aspect important, c'est vrai, parce qu'on n'a pas cette force-là de résister face à tout... Non, pas qu'on appelle, on ne doit pas. Même si vous subissez l'abus, il faut attendre de le subir. Et après... Et en plus, c'est une procédure. Même si c'est un abus, comme Julio vient de le dire, même si c'est un abus, la procédure suit son cours. Et enfin, si vous avez raison... On peut porter plainte à tout moment. À tout moment, c'est ça. Il ne faut même pas... il ne doit pas avoir obstruction. En ce que si la police vient pour vous interpeller, s'il y a interpellé, il ne doit pas avoir obstruction. Vous faites, vous suivez et après la procédure suit son cours. Très bien. Oui. Je voudrais rappeler à notre attention, une loi. Allô. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Votre nom, s'il vous plaît? Le nom, c'est Marcos. Marcos. Oui. On vous écoute. Votre commentaire ou votre préoccupation? Oui, en fait, je suis en train de suivre l'émission à l'instant même. Oui. Du coup, j'aimerais intervenir réaliser. Monsieur, on vous écoute. Ok. En fait, moi, je ne maîtrise pas trop. J'étais en train de suivre et puis je me suis intéressé. En gros, ce que moi j'ai vécu là, le gars était bel et bien menotté. Donc, si il y a eu 3 balles après qu'il soit menotté, quand une fois, bon, je ne suis pas membre d'armée, mais quand une fois, ça ne soit pas 3 balles. Donc, si le gars était menotté, ça veut dire qu'ils ont tiré 1, 2, 3 fois. Il ne peut pas être menotté, on tire une fois et puis il n'est pas atteint
Oui, monsieur Marcos. Volontairement, ils ont tiré une première fois. Si quelqu'un, une première fois, la personne doit être sûrement à terre. Il ne peut plus résister. Même s'il pouvait résister, il allait avoir peur. Parce qu'il est menotté. Donc, ils ont tiré une seconde et une troisième fois. Là, c'était des tirs vraiment volontaires. Bon, on a un peu de mal à l'entendre de bout en bout. En tout cas, oui, c'est vrai. En tout cas, selon ce qui a été dit, monsieur, on a compris votre préoccupation. Monsieur Charles Vidin-Wede était menotté. Néanmoins, des deux parties, c'est que ces deux versions complètement différentes. On ne va pas revenir sur les versions. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que la Cour constitutionnelle a bien sûr reconnu qu'il y a eu atteinte à l'intégrité de Charles Vidin-Wede. Donc, ils ont en partie raison, tout simplement, et ils devront faire le reste pour pouvoir obtenir réparation. Oui, je voudrais rappeler, je vous disais, en matière de réparation, surtout lorsque l'administration est engagée, que nous avons une disposition législative actuellement, ça est notamment de la loi 2019-11, portant renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance publique, qui a pour conséquence dans certaines matières de décharger, l'administration publique des réparations civiles dont un usager ou un citoyen pourrait être victime. Ça veut dire qu'il peut arriver que lorsque peut-être vous êtes victime d'un fait, d'un agent de l'administration, c'est peut-être au terme de la procédure, vous n'allez pas poursuivre l'administration pour réparation, mais vous allez poursuivre l'agent intitulé personnel. En fait, ça pourrait penser à une sorte d'insécurité vis-à-vis des citoyens ou usagers qui auraient été qui auraient subi, puisque dans les infractions dont on parle, il y a même l'abus de pouvoir et le trafic d'influence. L'abus de pouvoir qui peut se manifester par bien des cas, même par rapport au cas dont nous sommes en train de parler. Très bien. Alors Marouf, oui, ce que je voulais dire, c'est par rapport au téléspectateur qui a appelé pour dire qu'il compte les coups bas. Un coup, deux coups, non, c'est pas forcément ça. Ça dépend de l'âme. Exactement, ça peut partir. Policier, parce qu'une seule détente, ça dépend de l'âme. Une seule détente peut même sortir 10 coups. Ça dépend de l'âme. Donc, on ne peut pas dire, et qu'on sait qu'il y a bousculade, peut-être c'est une seule détente, pas involontairement, qui a sorti 2 balles. Donc, on ne peut pas dire qu'un coup, clarifié comme ça, non. Ça dépend de l'âme utilisée par le policier. Merci beaucoup, Julio Tometti. Moi, je retiens tout simplement qu'il faut que Charles Vidin-Wede et sa famille puissent aller devant la bonne juridiction, faire recours à un avocat pour les aider donc dans cette affaire afin d'avoir réparation comme souhaité le plus tôt possible. En fait, alors, si je comprends bien, il est reparti, notre téléspectateur. Peut-être qu'on va le retrouver dans les prochaines minutes. Amis téléspectateurs, sachez que vous pouvez continuer d'appeler sur ce plateau pour intervenir sur n'importe quel autre sujet de votre choix. Ça peut être les sujets en discussion sur ce plateau ou encore nous faire part d'une préoccupation qui vous touche ou qui touche votre environnement. Nous le notons et nous viendrons vers vous et en parlerons une prochaine fois sur le plateau de Le Grand Déballage. Et pour nous appeler, ce sera à travers les numéros 98 80 93 111, 98 80 93 111 ou le 68 51 44 23. Et si vous voulez nous envoyer un message, tout simplement, ce sera le 54 10 18 20, 54 10 18 20. Notre sujet sur lequel nous allons échanger à présent, c'est la pédocriminalité. Depuis quelques semaines, quelques mois, on entend beaucoup parler de violences sexuelles sur les mineurs. Est-ce que les langues se délient enfin? Comment se passe la lutte de manière concrète? Nous allons en parler sur ce plateau. Alors, Julio Tometti, quand on dit pédocriminalité, qu'est-ce qu'on peut retenir de manière fondamentale sur le mot? La pédocriminalité, ça renvoie d'abord ce que nous avons l'habitude d'entendre, la pédophilie. Oui. D'accord. Mais d'une manière générale, vous savez, les législateurs européens, dans les pays, de l'Occident, ont voulu, pour
bien réprimer, d'accord, l'infraction a voulu le mettre ça dans tout un ensemble. Et donc, dans la pédocriminalité, nous avons, comment dire, la pédophilie, comme le dit, c'est-à-dire les relations sexuelles avec les mineurs. Nous avons, comment dire, les viols ou les agressions commises sur mineurs. Maintenant, en matière de pédocriminalité, pour mieux apprécier le cas, puisque comment le différencier, il s'est posé la question au niveau de la doctrine, de comment différencier la pédocriminalité, comment dire, d'une agression commise sur un enfant. Parce que qui dit enfant ou bien qui dit mineur dit jusqu'à 18 ans. Or, en voulant requalifier, la doctrine a estimé par exemple qu'on devrait, comment dire, avoir un seuil de non-consentement. Et le seuil de un seuil d'âge de non-consentement. Et ce seuil d'âge de non-consentement, c'est 15 ans. Ça veut dire que si vous avez comment dire, même si vous disiez que c'est consentant, vous avez une relation sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans ou jusqu'à 15 ans, d'accord, vous êtes passible de condamnation sous le chef de la pédocriminalité. Et donc, c'est pour avoir... Donc, on peut dire aujourd'hui que pour qualifier, comment dire, la pédophilie ou bien la pédocriminalité, la pédophilie, il faut le seuil de 15 ans pour dire que c'est de la pédophilie. Au-delà de ça, c'est, comment dire, on va le qualifier autrement selon le droit commun, c'est-à-dire de harcèlement, violence sexuelle sur mineurs ou autre. Mais la pédocriminalité, il faut retenir que le seuil que comment dire, la doctrine française des autres ont retenu ces 15 ans pour la qualification de l'infraction. Très bien. Alors, Moro Fabiola Boussari, pendant, ou plutôt de tout temps, de toute façon, les sociétés, nous avons été confrontés à cela, mais de plus en plus, peut-être avec les réseaux sociaux qui amplifient également les informations et autres, on en entend tellement parler, des viols sur mineurs, la pédophilie et autres. Qu'est-ce que vous, en tant que journaliste, vous en pensez, votre réaction à propos? Je pense d'abord que ce sont des actes à décourager parce que quand on parle de pédocriminalité, ça regroupe encore quand même l'abus, l'exploitation sexuelle, le travail des enfants et autres, et également la pédophilie. Donc je pense que ce sont des actes à décourager. Je vois mal un adulte en train d'avoir des... C'est difficile à dire, oui. C'est vraiment difficile à dire, mais l'adulte quand même, pour avoir accumulé un certain nombre d'âge, c'est pour ça qu'on dit qu'il est majeur, donc je le vois mal en train de courir derrière une enfant, tout ça là, exercer un pouvoir sur une enfant, ce n'est pas normal, et c'est pour ça qu'il y a des lois dans la République qui réglementent tout ça, qui sanctionnent tout ça, qui prévient et qui passe véritablement à l'acte. On voit ça récemment, on a eu le rapport de la commission Sauvé qui accable l'Église catholique en ce qui concerne... On va y revenir tout à l'heure. Alors, Julio Tometi, sur ces éléments donc, de la pédocriminalité, est-ce qu'il y a des facteurs qui, disons, favorisent la situation? Oui, il y a des facteurs qui favorisent, en fait, toutes les circonstances, d'accord, dans lesquelles les enfants, d'accord, sont mis à la disposition des adultes qui peuvent avoir des relations sexuelles incontrôlées. En toute cette situation-là, peut naître ce phénomène. Comment dire, au niveau de l'école, d'accord, oui. à partir des cours primaires, dans les garderies, nous en avons appris. Le cas le plus que nous connaissons le mieux, c'est au niveau de l'église, avec les différents groupes organisés. Même dans les couvents, on assiste à la chose. Donc, ce n'est pas que l'église catholique, c'est-à-dire c'est toutes les églises. C'est-à-dire même chez nous, dans les différentes autres confessions religieuses, avec les couvents ou autres lieux de culte, toutes les occasions où les enfants, d'accord, sont mis en contact ou à la disposition des adultes, ce phénomène peut rapidement... on peut quand même pas s'en empêcher, c'est quelque chose d'humain. Non, on peut s'en empêcher parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, les rapports sexuels doivent un acte de consentement.
d'accord, même au niveau de l'adulte, il faut recueillir le consentement. Et c'est pourquoi on a dit, un enfant ne saurait, d'accord, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, ne saurait avoir de consentement parce que toute chose que vous feriez aurait été de la manipulation simplement, c'est-à-dire pour arriver à assouvir vos besoins. Et il y a aussi que, comment dire, ce phénomène était même bien chez nous, à côté de nous, c'est-à-dire dans nos traditions, lorsque faut marier une fille de 14 ans, de 15 ans, de 10 ans, comme nous observons, c'est vrai que la pratique est en train de reculer, mais ce n'est pas encore totalement dans certaines régions du Bénin, ça continue toujours, mais de manière un peu plus clandestine. Donc, il n'y a pas lieu d'indexer, puisque quand on entend pédophilie, la plupart du temps, c'est directement l'Église catholique que nous indexons. Comment dire, les scandales se sont enchaînés. enchaînés et on fait jaillir beaucoup l'actualité. Et donc, mais il faut retenir que ce n'est pas qu'au niveau des églises. Absolument. Dans toutes les situations où les enfants sont en contact avec les adultes, il peut y avoir un risque de pédocriminalité. Oui, pour moi, c'est simple. Hein, la pédocriminalité, je résume ça comme étant une déviance d'un individu, en tout cas d'un adulte, et donc qui est à corriger. L'adulte doit pouvoir se contrôler ses pulsions. Et là encore, il faut l'éducation, il faut aussi la communication sur l'éducation, par exemple, de la jeune fille, des jeunes enfants et autres, leur apprendre ce qui doit être, et leur dire, lorsqu'un adulte, une personne âgée vous interpelle sur un tel ou tel sujet, vous devez être en mesure de me dire ça. Il y a même dans nos sociétés, dans nos villages, les parents qui disent, par exemple, qui appellent leur garçon ou bien leur fille, ça, telle chose, c'est pour seulement uriner. Si quelqu'un t'interpelle là-dessus, informe-moi. C'est déjà une communication. Il faut entretenir ce lien d'amour entre le parent et l'enfant, de confiance entre le parent et l'enfant pendant qu'il est encore temps, afin que toutes les anomalies, toutes les déviances soient rapportées aux parents et que les parents puissent sanctionner ou toucher ce qu'ils doivent toucher afin que ça puisse cesser. Alors c'est vrai que Juliette Améti disait que c'est par rapport déjà au contact que l'on crée entre enfants et adultes, toutes ces défiances peuvent donc subvenir. Mais moi, ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas s'empêcher, c'est que l'enfant est toujours sous la garde d'un adulte. On ne peut pas dire que parce qu'il y a pédocriminalité, on va donc le restreindre complètement à la zone de famille nucléaire pour éviter plus de risques, Julio. Oui, en fait, là, c'est des précautions à prendre. L'actualité béninoise, moi, je l'ai lu sur, les réseaux sociaux, ces 2 ou 3 derniers, 2 situations notamment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. La première, c'est que même un zème qui a pris une fille et sa maman, d'accord, excusez-moi de le dire comme ça, la fille étant debout, le zème se permet de le doigter. C'est-à-dire, il conduisait la fille devant lui. Il le doigtait, ça a fait, c'est un audio qui a fait au niveau de Filiocé, là, je suis pas même avec, quand vous êtes en taxi moto, et la fille se plaignait, se disait, mais la maman, pour comprendre que c'était caprice, c'est une autre conductrice qui a vu le geste, qui a dit, tu sais ce qui est arrivé, il a décrit, le monsieur, on l'a pris, il a été fait tout là un peu, avant que les forces de l'ordre ne viennent le chercher. On a ces cas-là, des chauffeurs qui viennent chercher vos enfants, votre chauffeur à qui vous avez confiance, qui amène vos enfants à l'école, mais avant de l'amener à l'école, il fait un détour avec cet enfant-là, à entretenir des relations sexuelles avec lui, et lui intime l'ordre de ne jamais dire, quoique s'il le disait, il mourrait, des éléments comme ça. Donc, on ne peut jamais, envisager qui peut faire. C'est pourquoi vous allez constater que les parents généralement aujourd'hui sont plus regardants vis-à-vis de leurs enfants, surtout quand il s'agit de filles. Il faut éviter seulement de ne pas les laisser avec des gens en qui on n'a pas totalement confiance ou bien foi en leur moralité. C'est vrai que la moralité est difficile à apprécier, parce que vous ne savez jamais quel démon se cache en chacun de nous. Et donc, mais il faut autant que faire se peut contrôler, d'accord, les fréquentations des enfants. Il y a les phénomènes là, des maîtres d'études, des répétiteurs
qui entretiennent, comment dire, bon, de ces choses-là que nous entendons, que nous voyons au quotidien. Donc, toute chose qui fait que, généralement, nous sommes dans une société où on se méfie davantage des uns des autres, et c'est à raison, parce que avec le développement de services, ou bien notamment des vices sexuels, il y a vraiment lieu de prendre des précautions. Alors, comme Marouf le disait un peu plus tôt, il y a le rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité, cette fois-ci dans l'Église catholique de France, qui a donc estimé à 216 000 le nombre de victimes mineures, donc de clercs et de religieux. Alors, un nombre assez important qui choque. Combien? 216 000 de 1950. C'est une population, hein? Oui, 216 000 de 1950. Depuis 1950, pardon, j'y arrive. Marouf, 216 000. Ce chiffre vous inspire quoi? Oui, d'abord c'est énorme, mais il faut le mettre également dans comment je vais dire, la période. La période aussi n'est pas légère. C'est 110 ans au moins. Oui. 110 ans, 260 000 pendant 110 ans. Et wow. Oui, 110 ans. Ça veut dire aussi que ça ne date pas d'aujourd'hui, que ça a commencé depuis fort longtemps. Je pense que c'est ce rapport de la commission Sauvé qui accable l'Église catholique, et également le pape qui a réagi, oui, et qui dit qu'il est chagriné d'ailleurs. Oui. Et son immense chagrin de constater cela. Je pense quand même que, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense quand même que c'est bien d'avoir dévoilé ça et de mettre chacun en garde afin que les enquêtes puissent se poursuivre dans les autres églises pour dénoncer ce qui s'adonne à cette pratique-là. Juliette Ameti, 216 000, une population, vous dites. Oui, ouais, bon, moi je n'aime pas trop parler de l'église, parce que ça peut être très, comment dire... C'est vrai, mais c'est... Mais ce que je me rappelle d'une anecdote, c'est un téléfilm, un prêtre... Votre anecdote est encore liée. Un prêtre qui est sur un cheval demande à son ami, bon, s'il ne va pas monter devant parce que l'autre était à pied, mais lui il est fou pour rester, pour s'asseoir devant un homme qui n'a pas de femme, qui ne voudrait pas avoir des hémorroïdes. Et donc, pour dire l'Église catholique doit penser à se réformer. L'Église catholique doit penser à s'adapter au temps et, excusez-moi, de cesser de jouer à une sorte d'hypocrisie collective, d'une certaine façon. Parce que moi, j'ai toujours estimé que c'est un homme qui a tous ses sens. Il faut le dire comme ça, un homme qui a tous ses sens. Et qui, selon, comment dire, pour se conformer aux exigences, se prive de femmes, d'accord? Et donc, il serait tenté, d'accord, de manière, comment dire, cachée ou isolée, de pouvoir satisfaire quelque peu ses besoins. Et c'est ce que je suis en train de voir. Donc, pour moi, c'est ce qu'on le dit dans notre société de manière générale. C'est difficile, c'est plus difficile de confier un enfant-fille à un célibataire qu'à un autre, à un homme marié. À un célibataire, vous courez plus de risques que lorsque la personne est mariée. Et donc, ça dit quoi? C'est une somme de... C'est comme si on livrait, en fait, les enfants à des hommes qui, on est sûr, d'une manière ou d'une autre, ils tenteront quelque chose. Parce que les pulsions humaines sont incontrôlables, sont incontrôlables. Et vous savez, au niveau de l'Église, c'est quelque peu, surtout quand il s'agit des enfants, c'est le respect, c'est la soumission, c'est d'accord? Donc, avec tous ces préceptes-là, le mal et tout. Généralement, ce qui se passe, c'est que, c'est ce qui est dangereux, tous les rapports, le mal est découvert bien plus tard. C'est difficile dans ce moment-là de découvrir qu'une infraction a été commise hier, une telle infraction a été commise hier ou avant-hier, mais c'est des années plus tard qu'on se rend compte que tel qui était resté ici, tel prêtre ou bien tel curé qui était resté ici, a agi de telle façon. C'est déplorable. Donc, il faut davantage penser à protéger les enfants. Déjà, les différentes législations, bien les mesures qui sont en train d'être prises en matière répressive vont contribuer à la chose, mais il faut véritablement que
l'Église catholique se réorganise, se réforme. Quand vous dites réforme, vous pensez à quoi en réalité? Parce non, que... je veux parler du vœu de chasteté et du vœu de célibat. Ménager davantage de place aux femmes. Voilà une chose. Moi, je m'appuie sur le vœu de chasteté et le vœu de célibat. En fait, c'est un mythe. Il faut lever ce mythe-là. Bien. Bon, en tout cas, le professeur Guy Midorohan a aussi appelé à une enquête au niveau du Bénin, toujours dans l'Église, pour pouvoir faire sortir les chiffres qui concernent le Bénin précisément, parce qu'en réalité, ces chiffres concernent la France, les 216 000 victimes donc depuis 1950. Marouf, vous aviez une réaction? Oui, ce que j'ai à dire, c'est pour soutenir Julie Otometi, il est important de ménager davantage de place aux femmes. C'est vrai, il a dit, il a caricaturé l'homme a ses pulsions et autres. Il faut que, c'est moi, mon opinion, qui s'ajoute à celle de Julie Otometi. Il faut que l'Église pense à changer son mode de gouvernance, pense d'abord à réparer ce qu'on a constaté, réparer une réparation financière ou autre. Comme pour les victimes, comme cela se doit, mais penser aussi à réorganiser sa gouvernance, à revoir sa gouvernance et également son l'accès et à lever, à diluer un peu la sacralisation du mot prêtre. Et comme il dit, oui, mais si ce n'était pas sacré, est-ce qu'on prendrait ça vraiment au sérieux? Oui, on va prendre ça au sérieux lorsque la gouvernance va donner des mots, va énoncer des tests clairs pouvant nous permettre de le prendre véritablement au sérieux. En tout cas, ménager davantage de place aux femmes. Je pense que c'est important. Lorsqu'on va ménager davantage de place aux femmes, je pense qu'il n'y aura plus ces crimes-là. Ça va diminuer. Non, il n'y aura plus parce que le vœu de chasteté, comme l'a dit Julie Otometi, si on enlève ça par exemple, je pense que beaucoup de choses vont changer là. Et si déjà on amène ça au Bénin aussi, c'est parce qu'il y a des doutes, il y a des soupçons. C'est parce que certains se disent c'est sûr qu'il y a quelque part au Bénin également où on peut trouver ça. Parce que si des gens qui ne sont pas prêtres font ça, et les prêtres qui, regardez, c'est pas facile de rester... Si des gens comme toi vont au viol, la pédophilie, tout ça, qu'on dirait alors bon, c'est vrai qu'il faut donner... Ceux qui ne peuvent pas assumer leur sexualité publiquement. Exactement, le gars... on va pas lécher les prêtres, tous les prêtres ne sont pas ainsi. Ce sont des enquêtes qui ont été réalisées et le pape a bien... ou plutôt des voix se sont levées pour demander réparation donc, pour les victimes donc de cette enquête-là. Alors, ce que moi, je voudrais quand même demander, c'est vrai, vous parliez de textes tout à l'heure, des textes qui ne cessent d'être revus et autres pour davantage protéger les enfants. Pourtant, la situation, est-ce qu'elle ne nous échappe pas un peu, à un moment donné, malgré les tests? Non, je suis de ceux qui pensent que, même étant juriste, que les tests ne peuvent jamais tout régler. Et d'abord, les tests règlent très peu de choses. Excusez-moi, parce que vous savez, comment dire, ce n'est pas la peur de la répression, d'accord, qui fait peur aux délinquants. C'est soit la peur d'être pris ou de ne pas être pris. Quand il juge qu'on peut le prendre, il ne le fera pas. Quand il se dit que, bon, ça, je le ferai à l'insu de tout le monde, il le fera. Ce n'est pas la nature, généralement, ce n'est pas la nature de la répression qui est l'élément, comment dire, motivateur ou bien qui décourage quelque peu les délinquants. Et donc, au-delà des tests, il doit y avoir, comment dire, un certain nombre de préalables en termes de comment dire, il faut adopter une démarche beaucoup plus préventive, d'accord, que curative. Préventive en ce sens que il faut y insérer l'éducation des enfants, d'accord, parce que le plus grand mal, c'est quand, comme on parle de l'harcèlement sexuel et tout ça, j'ai même l'impression que ce siècle a celle des femmes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour quand même dire rééquilibrer quelque peu les choses. Il faut éduquer les enfants à pouvoir parler. Il faut éduquer les enfants à pouvoir se libérer, en fait. Parce que, en fait, ça a été toujours le premier frein, d'accord, à la lutte contre ce phénomène-là. Maintenant, deuxième chose, il faut sensibiliser et, comment dire, et arriver à évaluer
la qualité ou la nature des hommes, notamment des prêtres. Et j'ai même voulu faire, comment dire, ça m'avait traversé un peu l'esprit, lorsque, un peu quand on parlait des policiers tout à l'heure, lorsqu'il y a une mission et que peut-être le commissaire de police veut envoyer des gens sur le terrain, il doit savoir, il doit connaître la nature du terrain, la nature de telle affaire, pour savoir quelles sont les personnes qu'ils peuvent envoyer pour une telle ou telle intervention. C'est lui qui juge, parce que c'est lui qui connaît ces hommes. S'il ne les connaît pas, ça pose un problème. Donc, il y a que, c'est comme si peut-être, s'il ne veut pas soumettre systématiquement tous les prêtres, comment dire, à des suivis réguliers, suivis psychologiques et autres là, puisque en fait, ce qu'ils font, et les choses dont les hommes se rendent souvent coupables, c'est la satisfaction de leurs besoins. En fait, pour évaluer leurs besoins. Si peut-être le besoin de l'individu, vous savez, il y a des besoins, lorsque vous ne les assouvissez pas, vraiment, comment dire, certaines facultés ne se développent pas. Voilà, non, pas que se développent, c'est-à-dire, vous n'êtes pas, c'est que peut-être qu'il ne peut même pas faire officier véritablement en tant que prêtre parce qu'il aurait manqué un équilibre, puisque en fait c'est ce que vous avez l'habitude de faire qui fait votre équilibre. Donc il y a la question d'éducation, la question de sensibilisation et beaucoup plus de suivi au niveau de ces personnes âgées ou bien de ces prêtres à qui, qu'on le veuille ou non, l'organisation met forcément les enfants sous leur responsabilité. Je pense qu'il faut revoir tout simplement le processus de formation, le processus d'éducation et surtout la prévention. Je pense. Et lorsque vous avez dit tout à l'heure, il y a des tests, mais certains arrivent à dribbler. C'est parce il faut de tout pour faire le monde. C'est parce qu'il y a des gens qui ne... C'est parce qu'il y a des gens, comment je vais dire, excusez-moi le terme, des indisciplinés dans la République et autres, qu'on crée des tests pour que chacun puisse se conformer. Imaginez-vous par exemple un monde où tout le monde se respecte, où il y a un respect vis-à-vis de l'autre, chacun se respecte. Je ne pense pas que les tests n'auraient pas de valeur parce que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Mais il y a tests parce qu'il y a des individus qui sont hors la loi, des hors la loi comme on les appelle. Donc, il faut renforcer, revoir le processus de formation, revoir le processus d'éducation, la prévention surtout. Parce que déjà qu'on a constaté, il faut que les nouveaux, ceux-là qui vont entrer au séminaire, autres, ceux-là qui vont sortir demain, puissent avoir une autre formation pouvant leur permettre, soit si c'est maintenu comme ça, pouvant leur permettre de dépasser ça, de ne plus faire ça. Mais ce qui est important, c'est de ménager encore un peu plus de place aux femmes pour limiter autant que faire ce mal-là. Oui, c'est vrai que revoir un peu la manière dont les choses se font dans l'église. Ça, c'est typiquement pour l'église, mais et tous les autres secteurs qui sont quand même assez ouverts. Par exemple, je suis un fonctionnaire, je travaille n'importe où. On ne peut juger de la moralité de cette personne-là, forcément. Ça, c'est réellement difficile à faire aussi, Julio Tometi. Oui, c'est pourquoi je disais à l'entame que toutes les fois où vous devez laisser votre enfant, d'accord, ou bien des filles mineures à la disposition d'un adulte, il faut véritablement connaître de qui il est question. Il n'est plus aisé aujourd'hui de laisser son enfant à la disposition de n'importe qui, puisque en fait le mal n'est pas que là où dont nous sommes en train de parler. Je l'ai dit tantôt, ça peut être un peu partout, à tous les endroits, même les endroits les plus insoupçonnés que possible. Vous le voyez souvent, même je connais ce cas-là, sur les chantiers par exemple avec nos comment dire, ceux qui sont dans le bâtiment, la petite fille de 10 ans en train de vendre son orange, il appelle, c'est sur un chantier, on vient acheter, on l'embarque quelque part, personne ne voit, on entretient des relations sexuelles avec. Peut-être jusqu'à un certain âge, des fois, ça devient même une habitude pour la fille. Et quand il prend son étalage, elle passe là d'abord pour faire tout là. Ou bien, lorsqu'elle elle manque d'argent, ou bien lorsqu'elle a manquant, elle passe là pour se faire tout là. Donc, voilà, ça peut être un peu partout. Donc, il y a lieu je me demande
dans notre environnement, comment on va faire pour pouvoir s'y construire en raison de toutes les contraintes auxquelles nous sommes exposés. Ouais, ce cas que je viens d'énumérer, comment faire? Parce qu'il faut que l'enfant sorte comme ça, peut-être vendre. C'est vrai que le travail des enfants, juridiquement, n'est pas chose conseillée, et tout là. Mais on ne s'en prive pas. C'est vrai, on observe un peu partout. Ça expose les enfants à bien de risques. Et aussi, c'est ce risque dont nous parlons. Et en parlant de la chose, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les adultes mâles. Il y a aussi, oui, bien sûr. Il y a aussi les femmes qui peuvent être auteurs, d'accord, se rendre coupables de cette infraction-là. Des femmes qui entretiennent des relations avec des garçons mineurs, c'est vrai que ce n'est pas légion comme l'autre cas, mais ce n'est pas à ignorer non plus. Très bien. Alors, oui. Oui, je pense dans ce cas, pour ma part, comme je l'ai dit tantôt, une relation, une confiance en l'enfant et le parent. Il y a aussi un aspect qui favorise ça. La pauvreté, excusez-moi, peut favoriser ça. Lorsque, par exemple, l'enfant part à l'école, il est opprimé, tout ça, et un jeune monsieur le voit, il lui tend un billet de 2000, et il commence par guetter la fille, tout ça. Mais si la fille également est bien éduquée, il y a cette relation de confiance, non seulement elle doit pouvoir signaler que telle personne lui a donné tant, et lorsque le processus suit son cours, elle doit pouvoir aussi rendre compte afin que les parents puissent faire les démarches qu'il faut. Les démarches qu'il faut. Donc, et pour les adultes qui font ça, que ce soit hommes ou femmes, je pense que si on fait, en tout cas, pour les livres que moi j'ai lus concernant la pédocriminalité, je pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes psychologiques. Donc, ceux-là doivent pouvoir se faire soigner. Oui, parce que ceux qui ont quand même des problèmes psychologiques ne savent pas qu'ils ont des problèmes psychologiques. Il faut d'abord qu'ils aillent à l'acte et qu'ils soient pris encore et peut-être après évaluer son état psychologique avant de pouvoir déterminer de ce qu'il faut faire. Oui, bon, avant de venir là, j'ai même rapidement pensé à quelque chose, ça m'avait traversé un instant. Ouais, c'est encore pénible dans nos environnements. Vous savez que ce phénomène existe aussi dans nos centres sociaux. C'est-à-dire les centres d'accueil des enfants, vous voyez un peu, les enfants qui à la base avaient déjà un certain nombre de difficultés, vous les avez recueillis, d'accord, pour assurer leur éducation d'une manière donnée pour qu'ils grandissent quelque peu dans de bonnes conditions, d'accord, et il se fait que des promoteurs de ces comment ils appellent les centres de promotion sociale, les centres de promotion, les centres d'accueil, les maisons d'accueil, les centres de promotion sociale sont des structures formelles étatiques, d'accord, les centres d'accueil, oui, c'est bien ça. Il y a ce phénomène, que ceux-là m'excusent de fouetter un peu leur milieu. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais le mal, comme je l'ai dit tantôt, le mal est partout et le mal est là aussi. D'accord. Mais la ministre, je pense, en tout cas, ces dernières années, est beaucoup plus regardant sur les centres d'accueil, justement. Et il y en a qui sont fermés. Perpétuelles réformes, il y en a qui sont fermés, ceux qui ne sont pas conformes. Mais ils ne sont pas encore venus sur ce terrain. Parce que ce n'est pas quelque chose encore qui a nourri l'actualité. Parce qu'il y a des gens, il y a de ces promoteurs-là qui en font carrément un commerce, d'accord, ou bien les conditions d'accueil ne sont pas remplies, mais les enfants qui doivent être dans un minimum de conditions ne le sont pas. C'est sur ça actuellement, d'accord, que la ministre des Affaires sociales et de la Famille se bat. Mais ce phénomène n'est pas, c'est pas encore soulevé à la face du monde. C'est encore des épiphénomènes qui ne font pas encore, comme le dit, boule de neige. Et donc, il y a, comme le disait tout à l'heure, aller à la prévention pour que ce soit dramatique que nous entendions que ici et là, les enfants sont victimes d'abus. De ces trucs d'abus. Alors, je sais que vous nous avez donné tellement d'exemples. Je voudrais quand même vous demander, en tant que juriste, vous envoyez des cas que vous côtoyez, je vais dire, au niveau de votre profession. Comment est-ce qu'on juge, ou plutôt au niveau des juridictions, comment ça se passe quand ces affaires font... pour les cas que j'ai suivis, pas moi-même, parce que vous savez, moi je suis conseil juridique et je suis beaucoup plus dans le droit civil, les questions d'intérêt et autres là. Quand ça est du pénal, pour les quelques audiences que j'ai suivies, ce sont généralement des individus, eux-mêmes en venant au parquet, savent déjà ce qui les attend. Donc, le minimum d'éléments de preuve que
le parquet recherche, c'est que si l'acte venait de se commettre, c'est de s'assurer d'avoir un certificat médical. Non, l'autre chose, l'élément le plus fréquent qui fait office, bon, nonobstant d'éventuelles manipulations, puisque ça y en existe aussi, nonobstant d'éventuelles manipulations, c'est qu'on fait foi, d'accord, à la déclaration de l'enfant qui se trouve être victime, parce que c'est l'une des manières pour mettre généralement les gens en confiance pour davantage de dénonciation. Et donc, bon, au niveau des juridictions, en matière, nous attendons, cette loi, sous l'impulsion du gouvernement qui est à la table du Parlement pour voir les éventuelles nouvelles dispositions, puisqu'on a eu des extraits, on ne connaît pas encore complètement le contenu. Et je pense que sur les abus sexuels au niveau des enfants, ça doit être pris en compte aussi. Sinon, à l'état actuel des choses, pour les cas les plus simples, c'est jusqu'à 5 ans d'emprisonnement avec une condamnation pécuniaire qui peut aller jusqu'à 10 millions. D'accord. Les cas les plus graves, c'est 10 ans. D'accord. À réclusion à perpétuité. Donc, tout ça, c'est davantage pour protéger l'enfant et la famille contre ces gens d'abus. Mais généralement, les auteurs de ces infractions, c'est comme je disais tantôt, ils n'ont aucune connaissance. Ils savent juste que si on m'attrapait, je vais faire la prison. Ils savent ça. Mais quelle est la nature? Moi, je disais tantôt que ce n'est pas peut-être le nombre d'années de peine qui, est un facteur de découragement. C'est pourquoi il doit avoir fondamentalement un travail à la base pour éviter la survenance. Il ne faut pas attendre que ça survienne pour réprimer, mais prenons des précautions, prenons des mesures pour prévenir, pour que ça n'arrive pas. Quelques minutes encore, vous pouvez participer à ce plateau 98 80 93 111 98 80 93 111 ou le 68 51 44 23 68 51 44 23 pour nous donner votre avis sur le sujet qui est affiché en bas de vos écrans. Marouf Abiola Boussari, devant les juridictions, les personnes concernées ne sont pas forcément informées de ce qu'ils encourent comme peine et autres. La vulgarisation donc de ces lois aussi pose un peu problème. Oui, il faut vulgariser la loi. Il y a d'un autre côté, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Il appartient aux citoyens d'aller apprendre la loi, de s'approprier la loi, de connaître ce que dit la loi sur tel ou tel phénomène. Donc, je pense que les citoyens même doivent faire l'effort d'être informés. Mais également, il y a beaucoup d'analphabètes. Ceux-là qui ne savent pas lire, ceux-là qui n'ont pas surtout les moyens. Parce que j'ai dit que l'un des facteurs qui crée ce mal dont nous parlons, ce crime, c'est bien la pauvreté. Donc, quelqu'un ne va pas souffrir que d'autres ne laissent pas leur champ pour venir commencer par lire. Mais le principe est que nul n'est censé ignorer la loi. Mais l'État également doit faire l'effort de vulgariser les lois. Non pas seulement l'État, mais nous également, en parlant de ça, nous sommes en train de faire l'effort. Et il est important que chacun puisse savoir que les peines sont lourdes. Même si les peines sont lourdes, il est important de ne pas en arriver là. Et il est important également pour ceux-là qui jugent d'appliquer la sentence maximale pour que cela puisse servir de leçon. Cela puisse donner une alerte forte à ceux qui s'adonnent à ces pratiques. Parce que également, il n'y a pas que... Nous avons un téléspectateur en ligne. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment vous allez? Votre nom s'il vous plaît? Très bien. On m'appelle Koba Kodje Ezekiel depuis Dassa. Depuis Dassa. Alors, je voudrais vous inviter à muter le son de votre écran, de votre télévision ou à vous en éloigner pour mieux nous recevoir. Et vous allez nous aider en parlant un peu plus fort pour qu'on puisse vous recevoir. Alors, votre préoccupation ou vos commentaires? C'est juste pour vous soutenir. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous également. C'est très gentil de nous appeler, oui. Oui, donc je disais que ce serait une alerte forte. Parce que ce que je voulais dire, c'est que non seulement problème psychologique, mais il y a aussi cet aspect dont les gens ne parlent pas. C'était le fond pour des pratiques occultes également. Il faut avoir le courage de le dénoncer. Oui, et ça, encore que là, c'est compliqué de
de justifier ou bien de démontrer que... Oui, c'est compliqué de démontrer. Mais s'il y a la prévention, s'il y a la sanction, ils ne vont pas aller là. Et ce que nous ne voulons pas, ce que nous voulons, c'est qu'ils n'aillent pas là. Et ne pas aller là, c'est de pouvoir sanctionner ceux qui le font. On attrape un individu qui le fait, il faut lui appliquer la sentence maximale. Et pour que cela puisse donner des À chaque fois quand vous dites maximale, je vois Julio automatiquement sourire. Oui, ça peut être difficile parce que, vous savez, ils vont dire, il est juriste, il fréquente beaucoup plus les tribunaux que moi. Il va dire peut-être qu'il y a l'émotion, il y a cette personne qui est en difficulté, il a un avocat, tout ça là, il y a les plaidoiries, il y a toute une famille à nourrir et ils vont dire, non, je pense que en faisant ça à l'enfant d'autrui, il est en train de gâter une famille, il est en train de gâter un avenir et il est important de ne pas en arriver là. Julio Tometi, peine maximale, vous en pensez quoi? Non, je l'ai dit tantôt ici, c'est pas la ce qui décourage, c'est pas ça qui décourage, oui. Ce n'est pas ça. Parce que l'individu en voulant commettre son infraction, il n'y a pas cherché dans les tests cette infraction-là, si on m'attrapait, combien? Non. Peut-être soit il ne le fait pas ignorant, ce que beaucoup le font encore. Nous allons parler peut-être tout à l'heure des mariages, peut-être, comment dire, avec les mariages forcés avec les enfants, 12 ans, 14 ans. Donc, ce n'est pas ignorance, parce qu'en se fondant sur leur culture, sur les habitudes culturelles, ignorant royalement tous des tests. C'est pourquoi la question de sensibilisation ou de vulgarisation est nécessaire. Moi, je ne suis pas forcément dans la posture de peine maximale. Je suis même dans dans la posture d'un mécanisme d'aménagement des peines. C'est-à-dire qu'on va te condamner, mais on a vu un peu pour certaines infractions par rapport au vol dans un pays là, je ne sais pas si c'est la Suède, j'ai oublié un peu. C'est pourquoi il faut rebâtir la notion des centres de détention et de correction. D'accord? Oui. Et Télé, bonsoir. Bonsoir monsieur, bienvenue sur le plateau. Votre nom s'il vous plaît? Euseb Datonji. Euseb Datonji, merci. Votre préoccupation? Bon, je voudrais intervenir dans le débat. Oui. Moi, je voudrais que ce soit... Allô? Oui, je vous écoute. Vous pouvez couper le son de votre télévision. Ok. Je disais, loin que ce soit un sujet tabou dans les milieux éducatifs, je voudrais que cette sensibilisation se fasse aussi en milieu scolaire, que les enfants soient informés par les éducateurs en ce sens pour éviter le pire, quoi. Donc, l'éducation aussi doit aller dans ce sens. Absolument. Merci bien, monsieur Euseb Datonji, pour votre intervention. Je vous souhaite une excellente soirée. Très bien, oui. Oui, je pense de la répression, peut-être, il faut aménager la répression. C'est tout mal, je pense. Mais pour ceux qui ont des problèmes psychologiques et qui récidivent tout le temps, il y a... Non, vous savez, ceux qui ont des problèmes psychologiques, c'est les causes, comment dire, d'atténuation de responsabilité ou carrément des causes d'irresponsabilité. Ils ne seront pas poursuivis au pénal, mais ils seront, comment dire, mis à la disposition des services ou bien des centres psychiatriques. Oui. Donc, ceux-là, c'est un autre cas. Mais celui qui a toutes ses facultés et qui arrive à commettre un acte comme ça, je plaide moi, pour, comment dire, un mécanisme d'allègement de peine, c'est-à-dire quoi? Il est en détention, c'est pourquoi la notion de correction doit revenir en fait dans nos habitudes. Il ne faut pas que la personne, en ayant fait une détention ou bien mis dans une maison d'arrêt, reviennent plus, comment dire, plus mal qu'il n'en était, plus délinquant qui n'en était. C'est pourquoi il faut travailler à ce que, je pense, pour cette cas d'infraction, on peut travailler pour que ceux-là qui ont été, une fois coupables de ça, jugés, soient les acteurs, d'accord, redeviennent, c'est en quelque sorte, des acteurs de sensibilisation ou de lutte contre le phénomène. Parce que, en fait, je pense que dans l'analyse écologique de ce phénomène, il faut se demander d'abord déjà le pourquoi. Et au niveau des juridictions, vous ne pouvez pas avoir cette réponse-là. Parce que quand vous êtes devant la juridiction, il ne vous est fait aucun cadeau. C'est une procédure à charge. Mais au-delà de ça, il doit y avoir un travail psychologique pour, comment dire, évaluer véritablement quelles sont
les causes profondes. C'est-à-dire, vous voyez un homme de 50 ans ne s'intéresser qu'à des filles de 14 ans, de 12 ans. Il y a un problème. Il doit avoir un problème. Donc, il faut aller chercher le mal pour savoir véritablement ce qui ne va pas. Et je pense fondamentalement, même si c'est peut-être une peine de 2 ans, 5 ans, si après ça, on puisse avoir un accompagnement qui permette à ces gens-là, d'accord, de participer au travail de sensibilisation, parce qu'ayant été déjà auteur de la chose, coupable et condamné, ça crée beaucoup plus l'émule. Une prise de conscience. Quand vous entendez l'histoire, comment dire, un délinquant entend l'histoire d'un autre délinquant qui a la même nature d'infraction que lui et qui raconte sa vie, qui a changé de vie parce que mettant en œuvre ou bien montrant les revers de cette pratique-là, il est plus touché, il est plus atteindri. Je pense que ça va participer, comment dire, à une sorte de correction au niveau de l'individu même. Donc, très bien. À côté de la répression, il faut la sensibilisation, ce que j'appelle même de l'accompagnement pour même ceux qui se seraient rendus coupables d'une telle chose. Alors, il nous reste juste 3 minutes pour conclure ce plateau. La question reste, mais il faut donner une réponse. Est-ce que vous avez l'impression que les langues se délient davantage actuellement ou il reste encore à faire? Oui, vous savez, les questions de sexe ont toujours été tabou dans nos sociétés. C'est notre culture qui l'a imposé ainsi. C'est pourquoi que ce soit de manière perverse que les gens en parlent ou bien que ce soit pour dénoncer, moi j'apprécie tous les débats sur le sexe. Il faut, puisque finalement c'est un phénomène que nous avons tous, que nous connaissons tous, mais ça a toujours resté tabou. Donc que l'on en parle de manière perverse, d'accord, j'ai couché telle fille ici, ou que dans le cadre de dénonciation ou de sensibilisation, il faut davantage parler du sexe. Nous avons compris que le mythe est en train de tomber par rapport à la question du sexe et on peut, puisque généralement il arrivait que même des femmes, des grandes personnes violées ou violentées, agressées sexuellement, n'arrivaient pas du tout à le dire. Oui. Donc, parce que au-delà de ce qu'on va dire, ça reste une tâche sur vous, peut-être toute votre vie dans votre communauté. Et donc, il y a à travailler pour que les langues se délient davantage. Ou bien, bon, est-ce que les langues vont se délier? On va enlever toute la corde, en fait. Que les langues soient libres. Que les langues soient libres, oui, Marouf. Il faut continuer la répression. Moi, en tant que citoyen, je pense qu'il faut continuer la répression. Oui. Et d'un autre côté, il faut sensibiliser. Il faut aller à la prévention également. Sensibiliser lorsqu'il est sanctionné, lui dire pourquoi il est sanctionné et qu'est-ce qu'il faut faire dorénavant. Vous savez que excusez-moi, les prêtres qui ont été souvent pris dans les trucs là ne font jamais la prison. La communauté de l'Église catholique a son mécanisme pour toujours pour sanctionner. Pour les sanctionner. Oui. Non, pour ne pas les exposer, d'accord, à la répression législative selon la communauté, mais vous ne les verrez jamais faire devant les tribunaux, au moment où, au pire des cas, au moment où vous le découvrez, l'individu n'est plus là, ou bien on prend toutes les précautions pour le soustraire. De toute façon, oui, Marouf, on finit. Je pense que de toutes les façons, il faut travailler à éradiquer le mal. Merci Julio Tometti, Marouf Fabiola Boussari. Merci également. Nous retenons juste que l'éducation également doit contribuer à, on ne peut pas dire éradication, en tout cas à faire régresser davantage ce phénomène, que les langues soient désormais libres, comme le disait Julio Tometti. C'est l'optique donc de ces échanges. Et merci d'y avoir participé également à tous ceux qui nous ont appelés. Merci et retrouvez-nous samedi prochain pour d'autres sujets aussi intéressants que les autres. Passez une excellente soirée chez vous.